Quand j'ai quitté la famille d'accueil et réussi à m'inscrire au College of Charleston, je n'avais aucune idée que je rencontrerais quelqu'un comme Ryan. Il était charmant, réussi et savait toujours quoi dire au bon moment. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de décider de nous marier et de déménager dans la ville natale de Ryan, en Arizona. Au début, la vie de couple était totalement tranquille. Ryan a fait une excellente première impression. Ses collègues le trouvaient super intelligent et nos voisins nous voyaient comme le couple parfait. Mais environ 6 mois plus tard, son attitude a complètement changé. Il a commencé à tout contrôler, de ce que je portais à qui je voyais et où j'allais. Il suivait mon téléphone, vérifiait mes mails et exigeait que je l'appelle toutes les heures quand je n'étais pas à la maison. C'est parce que je t'aime et que je veux te protéger. Il disait en serrant parfois trop fort ma main. Alors, quand il m'a giflé pour la première fois, je ne l'ai clairement pas vu venir. Alors que je pleurais par terre, goûtant le sang dans ma bouche, Ryan continuait à m'expliquer combien il m'aimait. Il m'a apporté des fleurs en promettant que ça ne se reproduirait plus, mais ça s'est reproduit. Il faisait toujours attention à ne jamais laisser de bleu aux endroits visibles. Je savais que le divorce ne serait pas ma porte de sortie. Ryan aurait tout fait traîner, me rendant la vie infernale, ou pire encore, avant de me laisser partir. Alors, j'ai décidé de disparaître. Ça m'a pris 3 mois de préparation. J'ai économisé sur les courses que Ryan ne vérifiait jamais, obtenu une fausse identité par un ami et trouvé un endroit où il ne chercherait jamais. Une nuit, pendant qu'il dormait, j'ai jeté mon écharpe dans la rivière et je me suis enfui, simulant une noyade. Mon sac avec vêtements et argent était déjà caché dans les buissons sur la plage, plantés là quelques jours avant. Après 2 jours de recherches infructueuses, la garde côtière m'a déclarée disparue, puis morte. Mon mari Ryan a parfaitement joué le rôle du veuf inconsolable lors de mon service commémoratif. J'ai regardé les infos depuis un motel, déjà à plusieurs étapes de là. Je me suis installé à Asheville, j'ai trouvé un job dans un café et loué ce petit studio juste au-dessus d'une bouquinerie. 4 mois ont filé et j'ai commencé à me sentir en sécurité. Je me faisais des amis, je riais à nouveau et j'osais croire que j'avais réussi. Mais ce sentiment de sécurité s'est effondré un soir en rentrant du travail. Dès que j'ai ouvert ma porte, j'ai su que quelque chose clochait. Les chaises de la cuisine étaient rangées, parfaitement alignées avec la table. Chaque chaise était exactement à la même distance du bord. C'était une des manies de Ryan qu'il faisait chaque soir avant de dormir. Mon estomac s'est noué et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis retourné pour fuir, mais il bloquait déjà la porte. Drôle comme, après tous ces mois, tu sais encore que c'est moi. Je savais qu'on était âmes sœurs. Ryan a ri doucement en s'approchant. Il portait un costume cravate comme s'il sortait du travail. « Comment tu... » « Quoi? Tu crois que je ne le ferai pas? Tu es ma femme. » Il sourit, s'approchant. « Je ne suis pas ta femme. Ta femme est morte. Tu as simulé ta mort. » Il répliqua sèchement. « Tu m'as trahi, humilié, et tu m'as fait pleurer. » Il continuait à marcher vers moi, et je reculais vers le mur. « On rentre à la maison, Emma. Tu as fait ta petite crise. Maintenant, il est temps de revenir. Je ne vais nulle part avec toi. » Son visage changea. Le sourire disparut. « Si, tu viens. » Il m'attrapa le bras et me gifla 2 fois. J'ai crié et me suis dégagé. Il me serra si fort que ses doigts s'enfoncèrent dans ma chair. Le sang coula. J'ai balancé mon sac sur son visage assez fort pour qu'il lâche prise. J'ai couru vers la porte, mais il m'attrapa et me jeta contre le mur. Ma tête cogna contre le placo et ça s'est mis à saigner. Il hurlait, me giflant le visage sans arrêt et me traînant. Je me suis défendu, lui donnant des coups de pied et griffant son visage jusqu'au sang. On a percuté ma table basse qui s'est retournée et brisée. J'ai attrapé un morceau de bois cassé et l'ai balancé vers lui, mais j'ai raté. Au secours! Quelqu'un, aidez-moi! J'ai hurlé aussi fort que possible. La main de Ryan s'est refermée autour de ma gorge et a commencé à serrer. Je ne pouvais plus respirer et tout devenait noir. À ce moment-là, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. « Ouvrez !»
Ryan s'est figé et sa prise s'est desserrée. J'ai aspiré de l'air et les coups sont devenus encore plus forts. C'est la police. Ouvrez la porte maintenant. La porte s'est ouverte brusquement. Mon propriétaire, M. Patterson, a entendu les cris et a appelé le 911. 2 flics sont arrivés en courant et ont arraché Ryan de moi. Ils hurlaient que j'étais sa femme, que j'avais simulé ma mort et qu'il avait des droits. Ils l'ont plaqué contre le mur et l'ont menotté. Je me suis assise par terre, essayant de respirer, du sang sur le visage et des bleus déjà en train de se former sur mon cou. Ryan a été inculpé d'effraction, d'agression et de tentative d'enlèvement. La police de Charleston a ajouté des accusations pour faux rapports de personnes disparues quand ils ont découvert que j'avais simulé ma mort. Au final, Ryan a écopé de 5 ans. J'ai 30 ans maintenant et je vis toujours à Asheville. J'ai un autre appartement, un nouveau travail et une ordonnance restrictive qui durera jusqu'à ce que Ryan ait la 50aine. Je sais que ça ressemble à un film, mais c'était 10 fois plus horrible. Vous vous souvenez du film de Julia Roberts, La menace? Eh bien, j'ai vécu ça pour de vrai. Olivia et moi, on avait déménagé à Boulder, Colorado, pour tenter une dernière fois de sauver notre mariage qui partait en vrille. C'était l'idée d'Olivia. Elle disait que vivre dans un nouvel endroit, entouré de montagnes et de calme, nous donnerait un nouveau départ. Mais le train avait déjà déraillé. Et peu importe nos efforts, ça empirait de plus en plus. Même à Boulder, on se disputait sans arrêt pour un truc ou un autre. La goutte d'eau, c'était en mars, juste après mon retour du boulot. Une petite prise de bec a viré au cauchemar total. Elle pleurait et moi je gueulais. Les insultes, elles étaient vraiment méchantes. Elle m'a traité de connard égoïste et j'ai répliqué avec cinglé. Tout ça nous a complètement détruits. J'en ai marre, je peux plus supporter ces conneries. Sur un dernier mot, elle a chopé ses clés et s'est barrée. Très bien, tire-toi. On verra si j'en ai quelque chose à foutre. Elle a claqué la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. J'ai entendu sa voiture démarrer et les pneus crisser quand elle est partie en trombe. Je pensais qu'elle reviendrait, comme toujours, après une nuit chez sa sœur pour se calmer, prête à discuter le matin. Mais elle n'est jamais revenue. Le lendemain, mon appel est tombé direct sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un texto. Aucune réponse. Quand j'ai appelé sa sœur, j'ai appris qu'Olivia n'était même pas là et n'y était jamais allée. Au 3e jour, je m'inquiétais et j'ai signalé sa disparition. Les flics n'avaient pas l'air trop inquiets. Ils ont dit que les couples se disputent, qu'elle avait sûrement besoin d'espace, et de rappeler dans 1 semaine. Le 5e soir, je suis rentré, et j'ai trouvé une petite boîte en carton sur mon perron. Mon nom était griffonné dessus au marqueur noir, sans adresse de retour. Je l'ai prise et je suis rentré. Quand j'ai enfin ouvert la boîte, j'ai été frappé par une vague de terreur et de panique. À l'intérieur, une mèche de longs cheveux châtains foncés. Ceux d'Olivia, sans aucun doute. Ils étaient complètement trempés d'un liquide rouge et collant qui ressemblait à du sang. Mes mains se sont mises à trembler et j'ai appelé la police immédiatement. Quand je leur ai montré la boîte, ils l'ont prise comme preuve et ont commencé à prendre la disparition d'Olivia au sérieux. 2 jours plus tard, un autre colis est arrivé. Celui-ci était plus gros et plus lourd. Je ne voulais pas l'ouvrir, alors le détective l'a fait. Son visage est devenu blanc comme un linge quand il a sorti un doigt, coupé net à l'articulation, portant une alliance en argent avec un petit diamant que je connaissais trop bien. Je l'avais glissé au doigt d'Olivia le jour de notre mariage. J'ai vomi là, sur le porche. Le détective a appelé des renforts. La semaine suivante, d'autres colis ont continué d'arriver. Chacun était plus horrible que le précédent. J'avais reçu un morceau de vêtement déchiré, une boucle d'oreille ensanglantée que je reconnaissais, un cauchemar sans fin qui empirait. La police a commencé à me regarder différemment et à me poser des questions ciblées. Où étais-je la nuit de sa disparition? Est-ce qu'on s'était disputé avant? Combien de fois? Avais-je une assurance vie sur elle? Avais-je déjà été violent? Ils m'ont dit que j'étais la dernière personne à avoir vu Olivia vivante et que le mari est toujours le principal suspect dans ces affaires. Ils ont fouillé ma maison de fond en comble, pris mes vêtements pour les analyser et prélevé mes mains pour détecter des résidus de poudre, même si aucune arme n'était impliquée.
J'ai engagé un avocat qui m'a dit de ne rien dire sans sa présence. Puis, les résultats du labo sont arrivés, et le détective s'est présenté à ma porte. Les parties du corps n'appartiennent pas à votre femme. Quoi? L'ADN ne correspond pas à celui d'Olivia. Ils appartiennent à une femme nommée Ellie Hoffman, disparue il y a 3 semaines lors d'une randonnée en solo près du canyon El Dorado. Je n'arrivais pas à l'assimiler. Je ne comprends pas. Quelqu'un t'a envoyé des morceaux du corps d'Ellie Hoffman, faits pour ressembler à ceux de ta femme. La nausée m'a frappé. Je n'ai même pas pu prononcer son nom. Le détective hocha la tête quand même. Nous pensons que votre femme est toujours en vie, monsieur William, et nous pensons qu'elle a tué Ellie Hoffman. Ils ont retrouvé le corps d'Ellie 2 jours plus tard dans une fosse peu profonde dans les montagnes. Elle avait été mutilée et il lui manquait les parties qui m'avaient été envoyées. La cause du décès était un traumatisme crânien. La voiture d'Olivia a été retrouvée abandonnée près de l'endroit où Ellie a disparu. Des images de vidéosurveillance la montraient achetant une pelle et des sacs poubelles la veille de la disparition d'Ellie. Mais Olivia elle-même avait complètement disparu. La police pense qu'elle a tout planifié. Elle a simulé sa propre disparition et tué Ellie pour m'envoyer des morceaux de corps, peut-être pour me piéger ou me rendre fou, ou les deux. Mais la question à laquelle personne ne pouvait répondre était pourquoi? Pourquoi tuer une femme innocente et m'envoyer les morceaux? Que voulait-elle? Je repense à notre dernière dispute et à ce que j'ai dit. Voyons si ça m'importe. Peut-être qu'elle voulait me faire souffrir. Peut-être qu'elle voulait me punir de ne plus l'aimer. J'ai quitté Boulder et je me suis installé à Denver, près de ma famille. L'affaire est toujours ouverte et Olivia figure sur la liste des plus recherchés du FBI. Ils pensent qu'elle s'est enfuie à l'étranger, mais je ne pense pas qu'elle soit partie. Je pense qu'elle me surveille encore et qu'elle attend. Je n'achète rien en ligne, car chaque colis à ma porte me fait arrêter le cœur. Parce qu'Olivia est toujours là-bas, et le meurtre d'Ellie Hoffman prouve qu'elle est capable de tout. Parfois, je me demande si d'autres femmes ressemblent à Olivia, si elle collectionne d'autres victimes et leurs morceaux. Peut-être qu'elle les garde pour le jour où elle décidera de me recontacter. Et parfois, tard la nuit, j'entends un bruit dehors et je pense qu'elle est peut-être enfin venue finir ce qu'elle a commencé. On vivait à Portland, Oregon, dans une vieille maison artisanale près de Hawthorne. Ma femme Rosie en est tombée amoureuse dès qu'elle l'a vue, il y a 7 ans. Elle disait que c'était parfait pour commencer notre vie ensemble. J'étais heureux de l'appeler chez moi aussi. Les 2 années suivantes furent le paradis, mais vers la 3e année, tout a commencé à déraper. On se disputait pour des bêtises, genre moi qui laissais la vaisselle dans l'évier ou elle qui dépensait trop. Rapidement, les disputes sont devenues si violentes qu'on criait jusqu'à en perdre la voix. Souvent, elle lançait des trucs. Moi, je perçais des trous dans le mur. Nos voisins ont déposé plainte 2 fois. Les flics sont même venus 1 fois. À la 5e année, je savais que c'était fini. On était malheureux. Mais Rosie refusait de l'admettre. Elle disait qu'on avait juste besoin d'une thérapie ou de vacances et peut-être d'un bébé. Je voulais pas de bébé avec quelqu'un que je supportais pas d'être dans la même pièce. La nuit où j'ai prononcé ce mot pour la première fois, c'était en février. On s'est violemment disputé après qu'elle ait fouillé mon téléphone pendant mon sommeil et trouvé des textos avec ma collègue Rachel sur un projet. C'était innocent. Mais Rosie était convaincue que je la trompais. « Tu couches avec elle? Je le sais. » La voix de Rosie se brisa, ses mains se serrèrent en poing. « Mais non !» J'ai répliqué en claquant mon téléphone sur la table. « Bon sang, Rosie, on parlait du dossier Henderson, rien d'autre. » Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle m'accusait de mentir. « Ça suffit, je veux divorcer. » La pièce devint silencieuse. Pendant 1 minute entière, Rosie me fixa comme si j'avais 2 têtes. J'ai vu son visage passer de la colère à la stupeur comme si je l'avais giflé. « Je vais arranger ça. » Elle leva les yeux vers moi avec un sourire. « Je vais tout arranger, Kyle. Tu verras. » Son sourire me donnait la chair de poule, mais j'étais trop épuisé pour discuter. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec Rosie qui préparait des pancakes aux pépites de chocolat.
Elle fredonnait une chanson d'amour éternel dans cette robe jaune que j'aimais tant. « Salut chérie, j'ai fait ton petit-déj préféré. » Elle a ri en m'embrassant la joue. « Rosie, faut qu'on parle de... Mange d'abord. Ça va aller. Je te promets. » Les semaines suivantes, ma femme était méconnaissable. Chaque matin, petit-déj et bisous au réveil. Elle glissait des petits mots dans mon déjeuner, me rappelant son amour et que j'étais tout pour elle. Elle était douce, attentionnée et faisait tellement d'efforts. J'étais convaincu qu'on allait s'en sortir, jusqu'à ce que ça devienne vraiment bizarre. Un lundi matin, en plein appel avec ma collègue sur un projet important, mon téléphone a planté et refusé de s'allumer. Je pensais à un bug, j'en ai pris un autre, mais il a lâché aussi en moins d'une semaine. Après ça, j'ai fait plus attention aux détails et j'ai remarqué que les serrures avaient changé. J'ai testé ma clé un soir pour vérifier, et elle ne marchait pas. Quand j'ai demandé à Rosie, elle a dit qu'elle les avait améliorées. J'ai aussi trouvé des caméras partout dans la maison. « Tu as des caméras ?» Elle s'est défendue, disant que c'était pour la sécurité. J'ai décidé de partir pour de bon ce soir-là. J'ai jeté des affaires dans un sac et attendu que Rosie dorme profondément avant de descendre discrètement et filer vers la voiture. Une fois dedans, j'ai essayé le contact, mais ce fichu truc refusait de démarrer. Je suis sorti et j'ai ouvert le capot pour découvrir que la batterie avait disparu. « Tu cherches ça ?» J'ai sursauté et me suis retourné. Rosie était là sur le porche, ma batterie dans une main et le gros couteau de cuisine dans l'autre. Rosie. Après tout ce que j'ai fait, après avoir tout arrangé entre nous, tu veux encore me quitter? Elle s'est approchée, pleurant et souriant en même temps. J'ai essayé de la raisonner, qu'il valait mieux vivre seul en paix que comme des bêtes sous le même toit. Rosie marchait vers moi avec le couteau, pendant que je reculais vers la maison. L'amour demande des sacrifices, Kyle. J'ai lu ça dans un livre sur le sauvetage des mariages. Recule. Si tu ne peux pas m'aimer de ton plein gré... Elle s'arrêta à quelques pas, le couteau brillant sous le lampadaire. Je ferai en sorte que tu ne partes jamais. Rosie poussa un cri perçant et fonça sur moi. J'ai couru vers la maison, elle m'a poursuivi dans le couloir et j'ai à peine eu le temps de m'enfermer dans la chambre d'amis avant qu'elle m'atteigne. Je me suis enfermé dans la chambre d'amis et j'ai appelé le 911 sur le fixe pendant qu'elle poignardait la porte en bois à répétition, en hurlant qu'on ne serait jamais fini. Sa rage a continué jusqu'à ce que j'entende les sirènes de police dehors. Quand les flics sont entrés, ils ont trouvé Rosie dans la cuisine, tranquille, en train de se faire un thé. Le couteau était sur le plan de travail et ma batterie de voiture sur la table. Elle a minimisé les faits, disant aux policiers que j'exagérais, qu'on s'était juste disputé, mais la porte était une preuve suffisante. Elle a été arrêtée sur le champ avec une ordonnance restrictive et emmenée en évaluation psychiatrique. Ça m'a aidé à divorcer rapidement. Ça fait presque 1 an maintenant. J'ai quitté l'Oregon pour de bon et je vis à Seattle désormais. C'était dur de repartir à zéro, mais je me reconstruis petit à petit. Je ne sors plus avec personne. Mon mariage m'a laissé avec de gros problèmes de confiance. Chaque fois qu'une femme me sourit, je revois Rosie dans l'allée, les larmes aux yeux, un couteau à la main. Je fais souvent des cauchemars où je trouve mon ex-psychopathe penché sur moi avec un sourire flippant, debout près de mon lit. J'ai même pensé lui rendre visite à l'hôpital psychiatrique, mais j'ai peur de révéler où je vis maintenant. Mieux vaut enterrer le passé.